Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Olivia Conille-Lacoste, la directrice du développement durable de Bouygues Immobilier, qui s'engage à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité. Notre débat portera sur le recrutement des travailleurs étrangers, comment diffuser les bonnes pratiques dans les PME, comment éviter le travail forcé ou le travail des enfants chez les sous-traitants des grands groupes. Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Cameo et sa solution de mobilité professionnelle qui passe par la case Start-up. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Olivia Conille-Lacoste, bienvenue. Vous êtes donc la directrice du développement durable de Bouygues Immobilier. C'est quoi les grands principes en la matière chez vous ? Bonjour. Alors Bouygues Immobilier, on sait que c'est du logement, du bureau, de l'aménagement de quartier. Et faire du développement durable chez Bouygues Immobilier, c'est tous les jours travailler à minimiser nos impacts sur l'environnement, le bas carbone, le climat, la biodiversité, les ressources, et puis améliorer notre impact social. Alors on va parler de biodiversité parce que c'était la journée mondiale de la biodiversité ce week-end, mais quand même, alors c'est tout le secteur du bâtiment qui est un gros producteur de déchets. Cet enjeu-là, comment vous essayez de trouver, de mettre en œuvre des solutions pour réduire votre impact en la matière ? Alors, on peut prendre le projet à plusieurs étapes. Quand on arrive, par exemple, sur un projet à déconstruire, parce qu'on va rénover, parce qu'on va faire un quartier, je vous prends l'exemple des anciens laboratoires Sanofi, par exemple, à Bagneux. Les équipes opérationnelles, par exemple, quand ils sont arrivés sur ce projet, ils ont retrouvé les crayons dans les pots à crayons. Il y avait encore tout sur place. Ils se sont dit, mais on ne peut pas mettre tout ça à la benne. C'est pas possible. Et donc, ils ont commencé à analyser, non pas en termes de déchets ce qu'il y avait sur le site, mais en termes de ressources. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et donc, on s'est mis tous autour de la table, tous les partenaires de ce projet-là, en disant, comment on va trouver les filières pour soit réutiliser sur site, soit pouvoir transmettre ces matières-là et qu'elles soient réemployées. Aujourd'hui, on a exactement la même approche sur l'Hôtel des Postes à Strasbourg, qui est un magnifique bâtiment patrimonial, et qu'on va rénover. Et on s'attarde à regarder quelles sont les ressources qu'on peut réemployer sur site. C'est presque une inversion de logique, quoi, par rapport à ce qui se passait avant. On ne parle plus de déchets, on parle de ressources en amont des projets. Et donc on est dans cette économie circulaire qu'on prône évidemment ici. Alors samedi, c'était la journée internationale de la biodiversité. Là aussi, alors on se dit, ok, des projets immobiliers, comment on intègre la biodiversité à des projets immobiliers ? Ça veut dire quoi ? Alors, la biodiversité, c'est un double enjeu. Il faut qu'on réduise notre impact sur la biodiversité. Et puis, on sait qu'il y a une vraie attente de nature en ville. On sait qu'aujourd'hui, les villes vont se densifier, vont se réchauffer. Et la nature en ville, ça permet de rafraîchir, ça permet de créer quelque chose d'agréable et ça permet de la résilience. Donc, quand on regarde ce sujet-là, et c'est ce qu'on veut faire vraiment, on veut passer aujourd'hui chez Bouygues Immobilier de démonstrateurs de projets labellisés biodiversité. Vous savez qu'on est parmi les promoteurs qui avons le plus de projets labellisés biodiversité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a appris à travailler avec des écologues, qu'on a appris à travailler en partenariat avec, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux. Sur un de nos premiers projets à Toulon, Fontpré, 800 logements, 10 000 m² d'espace vert. On s'est attardé à voir comment on pouvait réintroduire le martinet, avoir des nichoirs à oiseaux. Et puis on a formé le syndic, on a formé les résidents pour pouvoir faire perdurer ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire chez Bouygues Immobilier, c'est avoir cette action-là, non seulement sur nos grands projets exemplaires, mais vraiment aller sur 100% de nos projets et travailler sur ce sujet sur 100% de nos projets. Oui, alors j'ai vu que vous affichiez un objectif 25% des surfaces de vos projets en diversité positive d'ici 2025. Donc là, on est encore dans un cran dessus. Ça veut dire quoi, diversité positive ? Alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est dire que sur 25% de nos projets, on souhaiterait à terme renaturer. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'espace vert, plus d'espace favorable à la nature après qu'avant. Alors ça, on ne peut pas le décréter comme ça. Ça veut dire qu'il faut le mesurer. C'est pour ça qu'on a travaillé là depuis 1 an sur une calculette qu'on appelle calculette biodiversité. C'est comme un thermomètre de la biodiversité. Et que sur chacun de nos projets, on va évaluer les surfaces. Combien de béton, combien de surfaces perméables qui laissent passer l'eau, qui permettent l'évaporation, combien de surfaces végétalisées, en toiture, en terrasse, etc. Et on va analyser en fait l'effort de conception qu'on va faire sur chacun de nos projets en essayant d'avoir un effort de conception performant. Et puis, alors,
quand on arrive sur un projet, on va regarder en fait l'état du terrain avant et l'état de notre projet après. Et si c'est mieux après qu'avant, eh ben on peut parler de biodiversité positive. D'accord. Il y a l'exemple du quartier Cœur Université à Nanterre. Je ne sais pas si on est dans la biodiversité positive. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Alors, c'est un quartier qui est labellisé Biodiversity. Oui. Donc, déjà, il y avait tout un travail avec des écologues, etc. Et c'est aussi un quartier à biodiversité positive. Mais l'exemple que j'avais envie de vous citer aussi, c'est celui de California, qui est un projet d'immobilier de bureau où on a vraiment fait de la réhabilitation. C'est où ? C'est à Malakoff. Oui. Et sur ce projet-là, on prévoit de faire 2000 m² de terrasse, 2000 m² de jardin au sol. Et juste pour vous montrer pourquoi cette calculette permet de challenger les équipes, on a fait ce challenge et on leur a dit c'est génial, vous verdissez énormément ce projet, vous allez être en biodiversité positive. On a vu qu'ils y étaient presque, mais pas tout à fait. Et ça leur a permis de reprendre les plans, de retravailler et d'arriver à de la biodiversité positive. Grâce à ce système, grâce à cette calculette. Exactement. D'accord. Exactement. Et je reviens sur Nanterre. Qu'est-ce qui a été fait à Nanterre, par exemple ? Alors à Nanterre, on a abordé le sujet de plusieurs manières. Nanterre, si vous voulez, c'est un très gros projet. C'est 500 logements, c'est 2 green office, c'est des commerces. Il y a toute une vie sur ce quartier-là. Et donc, il va y avoir 2500, il y a déjà 2500 m² de terrasses suspendues au-dessus du RER. Et on a pu, sur ce quartier-là, vraiment travailler sur des continuités écologiques, sur des toitures terrasses et aussi sur des immeubles de résidence. Par exemple, on a 2 immeubles de résidence à peu près avec 200 logements. On a mis en toiture des jardins et des potagers partagés. Et ça, c'est extraordinaire de voir à quel point nos clients, ceux qui visitent ces jardins-là, quand ils les ont visités, c'était vraiment une bouffée d'air frais dans un milieu quand même dense. Et il y a eu vraiment tout un travail avec les paysagistes pour créer de la prairie, mais aussi avec des associations pour animer ces potagers avec les habitants. Dans des projets comme celui-là ou comme d'autres, est-ce qu'il y a un changement dans les matériaux que vous utilisez ? Est-ce que, par exemple, vous allez privilégier plus de bois dans les projets aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ou 5 ans ? Alors oui, bien évidemment. Donc on va toujours regarder, et notamment alors pour les espaces extérieurs, c'est encore plus facile, des matériaux réemployés, comment on peut recycler les eaux de pluie, et on va aller aussi même vers du circuit court quand on parle de végétaux. On va essayer de trouver des végétaux en circuit court. Et puis plus largement sur le bâtiment, oui, on va aller vers des matériaux biosourcés. Pour essayer quelque part de réduire notre impact sur l'environnement de manière globale. Du bois, j'ai vu aussi un ciment qui génère moins de CO2 qui est développé avec une société qui s'appelle Hoffman Green Cement Technology. Vous avez présenté en décembre dernier vos engagements climat avec notamment la réduction de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Est-ce que ça suppose, par exemple, une formation, vous parliez de la calculette biodiversité et de l'outil que ça représentait pour vos collaborateurs. Est-ce que ça suppose une formation des collaborateurs pour acquérir, je ne sais pas, ce qu'on pourrait appeler des réflexes bas carbone ? Tout à fait. En fait, chacun de nos sujets, il faut absolument qu'on outille nos équipes. Alors, il y a bien sûr la sensibilisation au départ. Et puis après, il y a des formations beaucoup plus ciblées en fonction des métiers. Je suis développeur, comment je parle de ce sujet ? Comment j'aborde ma conception ? Je suis technicien, qu'est-ce que je mets ? Je réalise mon chantier, comment je m'y prends ? Et là, on s'est lancé un défi, en fait, chez Bouygues Immobilier. On veut que 100% des collaborateurs soient formés au bas carbone d'ici fin juin. Donc là, on a lancé les compteurs il y a quelques jours. On a créé cette formation. Il y a plusieurs modules. Ils sont adressés à différents métiers dans l'entreprise. Et donc, on veut vraiment faire une bascule sur ce sujet-là, comme sur nos autres sujets développement durable. Est-ce qu'il faut aussi former les clients, c'est-à-dire les locataires, les futurs locataires ou les futurs propriétaires des bâtiments que vous livrez ? Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, plus qu'un bâti, on va livrer un lieu de vie. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à transmettre des usages décarbonés, toujours dans un esprit d'écologie positive. On n'est pas là dans un esprit de moralisation, mais on va essayer de proposer à nos usagers des usages décarbonés. Donc, je peux transmettre le bâtiment le plus performant énergétiquement. Si je n'ai pas de pédagogie vis-à-vis des habitants, malheureusement, ça ne va pas être suivi de fait. De la même manière, je vais essayer de mettre en place des solutions de mobilité douce pour leur permettre de prolonger en fait cet engagement de Bouygues Immobilier. Sur les jardins, c'est très important aussi. C'est pour ça que souvent on s'associe avec des associations qui vont donner vie en fait à ces jardins ou à ces potagers et prolonger dans l'usage tout ce qu'on a rendu capable en fait dans le bâti. Mais est-ce que ça passe par aussi la technologie ? C'est-à-dire, ce sont des bâtiments, évidemment, il y a plus de domotique, il y a plus d'intelligence artificielle. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, mais c'est livré avec une appli d'usage, de consommation pour les locataires ou les propriétaires ? Oui, alors on a développé sur nos projets de la domotique pour rendre le bâtiment très facilement
à l'usage de manière très facile sur toutes les questions énergétiques, mais ça va aussi avec de la pédagogie dans le discours, ça commence dans le bureau de vente, et ça va vraiment aussi sur quelque chose qu'on veut dans le temps long, avec un accompagnement parfois de certaines associations. Ok, merci beaucoup. Merci Olivia Conil-Lacoste d'être venue présenter les objectifs, notamment en matière de biodiversité, de Bouygues Immobilier. Allez, on passe à notre débat, tout de suite débat sur les travailleurs étrangers. Comment recruter les travailleurs étrangers de manière responsable? C'est le thème de notre débat avec en visioconférence Martine Combemal, qui est fondatrice de l'ONG Ressources Humaines Sans Frontières. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien, bonjour. Bonjour, bienvenue. Et puis avec nos téléphones, Frédéric Delarquier, qui est directrice du groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification BTP 31. Même question, bonjour, bienvenue, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous entends très bien. Ça marche. Alors, on commence avec vous, Martine Combemal, et votre ONG. Vous l'avez créée en 2006. Avec quelle volonté? C'était quoi votre idée? Alors, l'idée, c'était de prévenir de façon, par l'expérience, le travail forcé et le travail des enfants. Nous, on se base sur 3 points. Le premier, c'est qu'on refuse tout ce qui est travail des enfants, travail forcé. Mais par contre, on essaie de comprendre parce qu'il n'y a pas on n'a pas de solution manichéenne. Et c'est très difficile de trouver des solutions parce que le sujet est extrêmement complexe. Et enfin, parce qu'on comprendra toutes les parties prenantes, on pourra agir. Ainsi, on a vécu, par exemple, 2 ans en immersion complète dans une entreprise chinoise pour prouver qu'on pouvait prévenir les conditions abusives de travail, améliorer les conditions et en même temps améliorer la productivité et la qualité des produits. Donc ça concerne plutôt les grands groupes et leurs sous-traitants, c'est ça? Ça concerne tout le monde. Par exemple, nous, on vient de créer un laboratoire pour prévenir le travail forcé, le travail des enfants. Et ce laboratoire, il y a des PME et des grandes entreprises. Tout le monde est concerné. Le gouvernement aussi est concerné. Et vous organisez en ce moment un cycle de webinaires à destination des PME, des secteurs en tension. Alors d'abord, de quel secteur il s'agit et quelles bonnes pratiques vous proposez dans ces webinaires? Alors, il s'agit les secteurs en tension, en fait, c'est les secteurs là où on trouve du travail, des conditions de travail indécentes, c'est dans des secteurs où il y a un besoin de faible qualification. Et on ne trouve pas ces personnes sur le terrain. Donc on va essentiellement recruter des étrangers, soit par le salarié détaché, c'est les travailleurs qui sont en Europe, soit des travailleurs étrangers. Et la problématique, c'est que ces travailleurs n'arrivent pas tout seuls et ils passent par des agences. Et de là, c'est en passant par des agences qu'on a une chaîne de recrutement un peu longue et qu'on peut avoir des situations abusives. Donc l'objectif du projet européen, c'est de comprendre les situations. Donc on a posé des questions aux entreprises, quelles étaient pour eux les difficultés pour recruter. Ensuite, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin d'être formés, qu'ils ne connaissaient pas les tenants et aboutissants des problématiques de recrutement. Et ensuite, on a organisé des formations pour que ces employeurs puissent recruter en toute connaissance de cause. Et je crois qu'il y a un programme HOP, qui permet aussi de donner des pratiques intéressantes en termes de recrutement. Frédéric Delarquier, peut-être il faut dire d'un mot ce qu'est un groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification, avant de rentrer dans le détail. Oui, tout à fait. Donc, c'est un ensemble d'entreprises dans un secteur d'activité précis qui se regroupent avec des valeurs sociétales importantes, humaines, d'insertion, de durabilité dans l'emploi, et qui, par ce biais-là, font face notamment à leurs problématiques aujourd'hui de recrutement. Ils ont des besoins en main-d'œuvre non satisfaits, et par ce biais-là, ils essayent d'insérer des gens qui sont éloignés de l'emploi, avec des problématiques sociales importantes, par le biais de contrats en alternance, donc beaucoup de formations. Et je vais rejoindre les propos de Madame Combal, où nous sommes intervenus en effet sur des projets HOP, notamment sur les réfugiés, qui est un projet avec l'État, des centres de formation et des groupements d'employeurs, notamment comme le mien, où nous avons pu, par ce biais-là, insérer
des gens éloignés de l'emploi parlant très mal français dans des entreprises, notamment de bâtiments et de travaux publics. Donc un beau projet, voilà. Frédéric Delarquier, il y a des mauvaises pratiques à oublier, à bannir dans le secteur du BTP, puisque votre groupement d'entreprises concerne ce secteur ? Non, je ne pense pas. Il y a une méconnaissance des publics étrangers, principalement, des difficultés ensuite à les recruter du fait de la problématique des papiers et de comment on les insère, avec une autre problématique qui est le langage, où aujourd'hui, ces salariés qui sont un fort potentiel pour nos entreprises, que ce soit pour le BTP ou dans d'autres secteurs d'activité, la barrière de la langue est quand même une problématique majeure auquel il faut faire face. Mais donc ça les fragilise, j'imagine, cette barrière de la langue, notamment. Tout à fait, ça les fragilise. Donc aujourd'hui, ces gens qui nous arrivent sur le territoire avec ou sans papier, pour les stabiliser et les insérer dans notre système français, il faut absolument qu'ils puissent travailler dans nos entreprises, mais qu'ils soient accompagnés, car le volet social est extrêmement important. Pour stabiliser ces salariés, il faut trois choses importantes, en tout cas ce qui nous semble, c'est forcément le logement, c'est le travail, la formation et surtout la pratique de beaucoup de français. Malheureusement, nous avons une langue, nous sommes un beau pays, mais nous avons une langue très difficile et sur nos activités, que ce soit industrielles ou bâtiments, la langue est importante, notamment pour faire face aux problèmes de sécurité, de prévention et de sécurité. On va revenir aux questions liées au secteur du BTP, mais Martine Commal, vous lancez également une expérimentation dans l'agriculture française. Avec quel objectif vous en êtes où de cette expérimentation ? Alors, pourquoi l'agriculture ? Parce que c'est aussi un secteur en tension. Dans le bâtiment, l'agriculture, le secteur du ménage, c'est là où il y a le moins de travailleurs locaux qui veulent travailler. Et du coup, il y a beaucoup de saisonniers venant de pays étrangers qui se proposent au travers d'agences souvent pour travailler dans l'agriculture. L'idée est de donner aux jeunes le goût du travail dans l'agriculture. Et pour cela, on s'est associé dans notre lab avec des agriculteurs, des donneurs d'ordre dans le secteur de la plante à parfum, et on essaie de trouver ce qui va intéresser les jeunes, de redonner du sens au métier, de redonner du sens, de leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans la filière pour transformer le travail en apprentissage. On essaie de faire de l'innovation sociale, et ce projet est conduit en parallèle au Costa Rica. Il va être conduit à Madagascar, peut-être en Tunisie et en Malaisie. C'est parce que, par exemple, le travail du sol, surtout en agriculture biologique, est un travail difficile, et on peut donner du sens à tout ce travail du sol. On peut être les artisans de la terre, parce que c'est grâce à ça qu'un parfum va être magnifique, par exemple, qu'on va avoir des produits magnifiques. Donc pour nous, pour prévenir les conditions de travail indécentes, il y a bien sûr un travail sur tout ce qui est RH, innovation sociale. Il y a un travail d'accompagnement, mais aussi un travail pour refaire venir les gens sur des métiers en tension, en leur expliquant en quoi c'est fabuleux. Mais là aussi, est-ce que sur le territoire français, il y a des mauvaises pratiques ? En vous entendant l'une et l'autre, j'ai un peu l'impression que, certes, on ne veut pas être manichéen, mais que vous êtes un peu en train de gommer ce qui ne va pas. Il y a des mauvaises pratiques, on ne va pas se leurrer. Nous, on travaille justement sur les mauvaises pratiques. 129 000 personnes en situation de travail forcé en France. En Europe, c'est là où le travail forcé augmente le plus. C'est un chiffre, et les chiffres qui vont nous être donnés par l'OIT vont être catastrophiques en juin avec le Covid. Donc le travail forcé existe en France. Il est dû aux migrations climatiques, à toutes les migrations, parce que chaque fois qu'il y a des populations en situation vulnérable, il y a toujours des personnes pour les exploiter. Et c'est dans les secteurs du bâtiment et de l'agriculture qu'il y a ces problèmes. Et c'est pour ça qu'on a créé ce projet pilote, pour essayer de réintégrer des personnes pour leur donner espoir, plutôt que de passer par des agences. Par exemple, aujourd'hui, il y a une agence qui est au tribunal en ce moment même, qui emploie des Africains, essentiellement en France, et dans le secteur agricole. Nous, on visite des secteurs, des filières agricoles où les agriculteurs ne savent pas
que les personnes sont en situation de travail forcé parce qu'ils payent les agences beaucoup plus cher que s'ils payaient un travailleur local. Mais le problème, c'est que ces agences passent par plusieurs pays. Il y a bien sûr un droit international, hein, les principes du recrutement équitable, mais il n'y a pas d'inspection internationale. Et du coup, chaque agence fait payer à ces gens le droit de travailler. Donc, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas un consentement libre et éclairé. Donc il y a une apparence de respect du droit en France, alors que ces gens, on leur prélève parfois jusqu'à 1 an de salaire pour avoir le droit de travailler. Frédéric Delarquier, est-ce que ces agences, est-ce que ça existe aussi dans le secteur du BTP ? Écoutez, j'en ai pas connaissance. En tout cas, sur le territoire toulousain, nous n'avons pas cette connaissance, car globalement, je ne vais pas dire que nos entreprises sont vertueuses, mais nos grands groupes qui font face à cette pénurie de main-d'œuvre sont quand même bien armés, sont très surveillés par les instances publiques sur le droit au travail. Donc, globalement, en tout cas, ça ne peut être qu'à un niveau plus petit, les TME et PME, qui souvent aussi par manque de connaissances, car le droit au travail des étrangers, que ça soit les demandeurs d'asile ou que ça soit le statut réfugié, est très complexe. Donc on se perd dans la possibilité de faire travailler les gens. Alors bien sûr, il y a sûrement les sociétés, pour ne citer que l'intérim, qui va au-delà de ça, mais je pense qu'elles sont contrôlées aussi. Alors, en tout cas, sur le territoire, il me semble, qu'on est assez vertueux sur le sujet. Alors bien sûr, il peut toujours y avoir des exceptions, mais je pense que, en tout cas, dans le secteur du bâtiment, on pêche par manque d'informations, manque de connaissances sur le droit au travail et ce qu'il faut pour faire travailler les gens. Merci. Et aujourd'hui, ça s'est extrêmement complexité, ce qui fait que même des gens qui ont la possibilité de travailler sur le sol français peuvent se voir retirer du jour au lendemain. Merci beaucoup. Pardon, je dois vous interrompre parce que le temps a filé. Merci à toutes les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas. On parle de mobilité professionnelle. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Jérémy Marlin, le fondateur de Cameo. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée ? On l'a créé en 2019. On était avec mon associé issu d'un grand groupe assurantiel et on se posait beaucoup de questions sur notre employabilité. On était très anxieux à qu'est-ce qui va se passer demain. On adorait notre boîte, on adorait nos managers, mais malgré ça, on voyait que le marché était en train de bouger, comme tous les autres marchés, avec la digitalisation, la robotisation. Et on voyait aussi tous ces nouveaux acteurs arriver. Et on se disait, mais est-ce qu'on n'est pas en train de louper un train ou quelque chose comme ça ? Et c'est là où on s'est dit que on aimerait peut-être aller voir ce qui se fait ailleurs en fait. Ouais. Et on s'est dit, on n'a pas de formation aujourd'hui qui existe comme ça. Pourquoi on n'irait pas, je sais pas, dans le luxe, dans une association, dans une administration ou une start-up, voir comment elles font, récupérer les meilleures pratiques et ensuite venir les réimplanter dans notre grand groupe. Donc l'idée, c'est de proposer des formations à l'extérieur des grands groupes, des grandes entreprises. Ça dure combien de temps, ces formations ? Alors, c'est une formation qui dure 6 mois, ouais, qui est à temps partiel ou à temps complet. À temps partiel, si on souhaite, par exemple, favoriser la mobilité interne au sein d'un grand groupe. Il faut savoir que selon la dernière étude ACE de 2018, il n'y a que 5% des recrutements qui sont faits grâce à une mobilité interne. Donc c'est un vrai, il y a un vrai sujet au niveau des entreprises qui notamment veulent développer des nouvelles compétences. Et ensuite, à temps complet, si on est plutôt sur des entreprises qui veulent faire des mobilités externes. Et malheureusement, je dois dire, c'est beaucoup le cas en ce moment, puisque la crise sanitaire demande à beaucoup de grands groupes de revoir leur stratégie de recrutement. Ça apporte quoi aux grandes entreprises, la solution Cameo, en fait ? Alors, ça... Je dirais que si on prend de la hauteur, notamment vis-à-vis de la crise, on a aujourd'hui des entreprises qui doivent se repositionner par rapport à des marchés, qui doivent aussi revoir l'employabilité de leurs collaborateurs. Avant, on pilotait une employabilité sur 25 ans. Maintenant, on la pilote à 2-3 ans.
on a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Mais comment on fait pour piloter les actifs de l'entreprise, le capital humain? Et donc, elles ont besoin, d'une part, de faire bouger ces activités, d'aller faire valider des nouvelles compétences à leurs salariés, mais aussi d'aller conquérir des nouveaux marchés. Donc, d'une part, elles apportent de l'employabilité à leurs salariés et dans un second temps, elles apportent du nouveau business puisque en travaillant, en emportant des salariés dans des startups notamment, puisque c'est là où on les envoie, elles vont pouvoir créer des synergies gagnant-gagnantes où on va plus loin que le POC, je dirais, puisque notre dernière année a prouvé qu'on a pu créer des synergies vraiment, je dirais, gagnantes, puisqu'on a généré plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires entre les startups et les grands groupes. Donc on est allé beaucoup plus loin que le simple POC. Ça veut dire que le salarié, parfois, il reste dans la start-up après, ou alors il crée sa propre entreprise, ou alors il revient fort de l'expérience partagée pendant 6 mois. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, je dirais qu'il y a deux formats. C'est soit on veut générer une mobilité interne, et là, on permet aux salariés d'aller s'oxygéner ailleurs, de valider des compétences, puisque la formation, je la rappelle, est certifiante. Donc elle est diplômante, elle est reconnue par l'État. Et donc ça permet de la faire venir dans des services où elle n'aurait pas été recrutée auparavant. Je prends l'exemple de personnes qui travaillaient à la communication, qui ensuite est partie à l'innovation. On a eu une personne qui était en province, qui était commerciale, sans diplôme, et qui, suite au Caméo, a pu passer directement à un poste de directeur commercial, des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. En fait, on permet aux salariés d'avoir un diplôme, mais aussi une nouvelle ligne sur son CV. Et en fait, par les actes, on prouve en fait au marché du travail que la personne est bankable en fait. Oui. Vous favorisez naturellement l'inclusion. Pourquoi? Alors, ça, c'est des valeurs qu'on porte, mais que ce soit sur l'entrepreneuriat féminin, sur les startups que l'on va recruter. On a des startups notamment qui gèrent par exemple des solutions sur la maladie, les maladies lourdes, des choses comme ça. Donc on essaye toujours, lors de nos promotions qu'on va mener avec nos grands groupes, d'avoir par exemple une mixité sur le nombre de personnes qu'on va embarquer, sur notamment les âges. C'est des choses assez bêtes, mais souvent une grande entreprise nous dit « Ah ben vous les amenez en start-up, on va vous mettre que des petits jeunes, des millennials. » En fait, pour la petite histoire, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'était, je dirais, nos quinquas et plus. Il faut savoir que la moyenne d'âge de nos apprenants, c'est 45 ans, et que ce sont des personnes finalement qui ont beaucoup d'énergie, qui ont déjà tout vu, et ce sont les meilleures expériences qu'on a pu voir. Merci beaucoup Jérémy Marlin, bon vent à Caméo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi 20h30 sur les box, 24h sur 24 sur bismart.fr, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.